Bonjour. Donc aujourd'hui pour ce tuto, on a l'honneur d'accueillir Justin et Max. Donc on est non pas trois mais quatre aujourd'hui. Donc Justin Missaguet est postdoctorant à TRI, qui est une unité interdisciplinaire orientée problème et qui est située à Pau. Justin est géographe et il étudie actuellement dans son postdoc les contestations et débats autour de la thématique de la gouvernance du stockage géologique du carbone. Toute une histoire. Et il va aujourd'hui nous former au logiciel Calcodeur, qui est un logiciel d'analyse qualitative. Quant à lui, Max est ingénieur de traitement et analyse de données. Il est rattaché à la plateforme universitaire des données des Alpes, donc la PUD, à Grenoble. Il est coordinateur du réseau thématique Maté Tips IA. Et je vais te laisser tout de suite la parole, Max, pour que tu nous en dises un petit peu plus et que tu te présentes. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, Tipsia, en quelques mots, c'est un groupe de travail thématique qui fait partie de Maté SHS. Et l'histoire un petit peu de Tipsia, c'est quand Whisper est arrivé, Whisper qui permet de faire de la retranscription automatisée. En fait, j'ai vu plein d'initiatives dans tous les sens et le but, c'était de mutualiser un peu les travaux qui étaient faits dans tous les coins. Et après, on est passé de la question de la transcription à la correction. Et puis après, on a demandé des financements, notamment à Progetto, Urfist et Humanum, pour s'intéresser au traitement et à la pseudonymisation, anonymisation. Et donc ça, c'est des financements qu'on a eus et donc des sous-groupes de travail qui sont nés pour s'intéresser à ces questions. Voilà, c'est un groupe qui est ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut participer et Frédéric vient de mettre le lien. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez suivre ce lien et puis vous inscrire et on vous intégrera suivant vos intérêts dans les groupes qui vont bien. Je laisse la place à Justin. Et oui, juste pour dire que aussi, Tipsia traite de choses avec l'IA, mais de choses aussi où l'IA n'est pas encore parfaite. Et donc, on est aussi très intéressé par les choses où il y a peu d'IA ou pas d'IA. Et voilà. Donc, si c'est l'IA qui vous fait peur, on est aussi preneur de gens qui ne l'utilisent pas. À toi, Justin. Alors, merci à vous trois pour m'avoir donné l'opportunité de cet espace un peu d'échange sur cet outil de qualcodeur, d'analyse qualitative. Euh, donc, peut-être en propos liminaire, je voulais savoir, est-ce que vous étiez familier avec l'analyse qualitative, cette méthode? Et pour ça, j'ai mis dans l'onglet sondage, un petit sondage. Vous pouvez répondre, donc c'est à gauche. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu que vous pouvez. Il apparaît Il apparaît pas? sauf si c'est parce que j'ai répondu, non? Non, moi je le vois pas non plus. Tout à l'heure, je le voyais en pop-up direct quand tu le faisais. Là, je le vois plus. Ah, bah, je vais. C'est l'ancien. Est-ce qu'on a fait le test? Bah, je vais juste refaire la question, c'était assez rapide. Du coup, oui, donc l'analyse qualitative en sens social qui est vraiment inhérente finalement en termes de méthodologie, notamment lorsqu'on est géographe, sociologue, voilà ce genre de méthode où on va utiliser cette méthode. Et globalement, en fait, lorsqu'on fait une analyse qualitative, généralement, on va récupérer un corpus de texte. Je ne sais pas, ça peut être la presse, ça peut être des documents divers et variés, ça peut être des entretiens auxquels on aura retranscrit avec Whisper ou non. Et on va chercher à les analyser. Traditionnellement, avant l'avènement de l'informatique, on surlignait les notes, on faisait des découpages. Voilà, il y avait des méthodes assez artisanales, période que je n'ai pas connue, mais depuis, on va dire, une vingtaine d'années, est apparu les CAGDAS, donc les Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, donc des logiciels d'analyse qualitative assistés par ordinateur, qui vont faire ce travail avec nous, finalement, et qui va nous aider, en fait, on va chercher des extraits de texte surlignés, et ce travail-là est fait, on va dire, plus
de manière plus fluide par le numérique. Et il existe un certain nombre de logiciels sur le marché. Donc, traditionnellement, on avait du MaxQDA, NVivo, Atlasty en logiciel commercial. On a vu apparaître plus récemment Taget ou Qualcoder, ou également Sonal, voilà, auquel un certain nombre de générations de chercheurs francophones ont pu utiliser là-dessus. Et Qualcoder, finalement, fait partie de cette grande famille. Avant de vous présenter plus en détail ce logiciel de Qualcoder, peut-être que je pourrais revenir sur le principe de cette méthode. Globalement, en fait, ça consiste à coder, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des extraits de texte et on va assigner un label. Par exemple, on peut dire, on va surligner ici, on va parler de telle thématique. Je ne sais pas, cette thématique-là, ça peut être, si on utilise des débats sur, je ne sais pas, inquiétude sur l'utilisation de l'eau, des questions sur la pollution. Et ces différents codes, ces différents labels, on va pouvoir les grouper par catégorie. Et voilà, ce serait des regroupements fait partie de l'analyse. Donc, c'est cette méthode de code et de regroupement et auquel on va chercher à donner un sens. C'est une méthode qui est utilisée dans la littérature. Hein. On peut parfois retrouver en parlant de théorisation ancrée ou de Grundrisse théorie approche. Donc voilà, c'est une méthode assez classique, assez éprouvée. Et il y a, voilà, en termes de littérature, il y a notamment Pierre Pellet et Christophe Lejeune qui ont vraiment travaillé ces questions-là. Donc voilà, du coup, c'est une approche assez qualitative dans le sens où on va essayer de chercher à donner sens du texte, on va dire de manière de manière manuelle. Là où une approche plutôt quantitative comme Iramutek va plutôt utiliser des statistiques plus avancées, des concurrences de mots, des analyses textuelles. Donc, c'est deux méthodes un peu différentes et on va dire un peu complémentaires selon l'usage qu'on souhaite mettre en place. Et donc, Qualcoder fait partie de cette famille de logiciels d'analyse qualitative. Et c'est un logiciel qui est apparu assez récemment en 2019. Vous avez à gauche le faire-part de naissance du logiciel qui est apparu sur le blog et où l'auteur disait qu'il était inspiré notamment de RQDA, qui était un outil qui était voilà, d'analyse un peu similaire mais assez rudimentaire et qui cherchait à répondre à son besoin lors de ses recherches. Et il s'est aussi inspiré de NVivo. Et il a eu la bonne idée d'en faire un logiciel libre. Donc, en fait, un logiciel libre, bon, il y a un certain nombre de personnes qui peut-être habituées à l'externe, mais peut-être d'autres non. Donc, c'est un logiciel où le code source, donc c'est-à-dire la recette, ce qui fait le fonctionnement de ce logiciel est ouvert. Donc, n'importe qui peut le consulter et n'importe qui peut le modifier et l'améliorer. Donc, c'est vraiment une approche, un paradigme presque communautaire où chacun peut aider à porter sa brique. Il existe d'autres logiciels libres qu'on utilise dans la recherche. Iramutek 1, LibreOffice, Thunderbird par exemple. Et c'est une approche qui est en opposition des logiciels propriétaires auxquels il faut payer des licences où on n'a pas forcément les modifications, les fonctionnalités que l'on souhaite. Donc là, voilà, ici, il y a une approche plutôt communautaire et on peut améliorer de manière continuelle. Donc, ce qui est assez intéressant là-dessus, je trouve, pour adapter dans les différents cas d'usage où là, dans la recherche, et notamment au sens social, il n'y a pas d'approche assez codifiée, assez rigide là-dessus. Donc, c'est une souplesse qui peut être assez intéressante à mettre en œuvre pour adapter aux différentes pratiques. Là, je l'ai dit, c'est un logiciel libre auquel tout quelqu'un peut contribuer au code source. Il est aussi gratuit gratuit d'utilisation et ce qui est négligeable. Voilà, on est dans un contexte de financement de la recherche publique qui est assez compliqué, on va dire. Et un logiciel gratuit permet d'aider les finances des laboratoires et auquel on n'a pas besoin de payer des licences qui peuvent être assez parfois importantes dans le budget. C'est un logiciel qui est compatible avec les différents systèmes d'exploitation.
donc à la fois macOS ou Windows, mais aussi Linux. Donc, on peut facilement l'utiliser dans différents supports. Et il est possible d'exporter dans des formats ouverts. Le Refi QDA donc, qui est un format d'interopérabilité pour ce type de logiciel, et ODT qui est le format LibreOffice. Je reviendrai sur ce dernier point par la suite, mais je trouve qu'en termes ici, donc, ça a une plus-value assez intéressante, notamment si on souhaite travailler avec des étudiants. Voilà, donc, comme ça, on n'a pas forcément besoin de payer de licence pédagogique, par exemple, et ils ont déjà un logiciel gratuit et non craqué sur l'ordinateur. Donc, pour la suite de leur parcours professionnel, ça peut être assez intéressant. Donc, c'est un logiciel libre, mais aussi de codage de texte, d'images et vidéo. C'est-à-dire que ça va nous permettre, en termes de fonctionnalités, donc là, je brosse les grandes fonctionnalités qu'on va développer par la suite. Il est possible d'annoter du texte, des images, des PDF, de l'audio et des vidéos. Il est possible d'étiqueter donc, les fameux codes et d'apporter des catégories. Il est possible, à partir de ces catégories, de ces codes, d'avoir des statistiques pour dire, OK, quels sont les éléments qui sortent le plus souvent, quels sont les acteurs quels sont les codes qui ressortent par acteur ou par catégorie, et d'avoir des graphiques. Donc, ça peut être intéressant en termes de publication après scientifique. Il y a une fonctionnalité de mémo pour avoir un journal de bord pour dire, OK, pour suivre un peu notre analyse, notre réflexion là-dessus. Donc voilà, ça peut être assez intéressant pour suivre le fil de la pensée. Et finalement, il y a aussi un assistant IA qui a été rajouté par la suite. Voilà, on pourra revenir aussi là-dessus dans un second temps. Donc, le logiciel a été développé par deux chercheurs. Donc, le premier, donc, Colin Curtin, qui est un peu le créateur historique qui a mis en place. C'est un docteur en pharmacie qui est australien et qui l'a développé pour son usage, pour son usage de recherche. Et par la suite, plus récemment, on a eu Kay Drog, qui est un chercheur en sciences sociales, qui a apporté des fonctionnalités, notamment d'intelligence artificielle. Kay Drog qui a aussi développé un logiciel de retranscription basé sur Whisper, d'ailleurs. Donc, le principe de fonctionnement est globalement assez simple. Donc, le principe, c'est qu'on donne à manger au logiciel des images, du texte, de l'audio, des vidéos, qu'on va étiqueter, qu'on va lire, qu'on va regarder et qu'on va annoter. Et par la suite, on va pouvoir avoir des statistiques sous forme de rapports ou de données, on va dire, quantitatives, mais aussi des sorties de verbatim, les extraits de texte qu'on a eu, qui est trié par code. Donc, ce qui est assez pratique lorsqu'on va, par exemple, écrire un article, on va avoir directement sous les yeux ce qu'on a besoin. Par exemple, on peut lui dire, ressors-moi toutes les données qui ont rapport avec l'eau. On va l'avoir sous les yeux et on n'aura plus qu'à avoir l'analyse et écrire notre article. Donc ici, je vais présenter quelques éléments de présentation de l'interface. Donc, lorsqu'on ouvre le logiciel, on a une présentation qui ressemble à cette fenêtre. Fenêtre qui est composée de différents éléments. En haut, on a un menu assez classique comme n'importe quel logiciel. Après, on a aussi des onglets qui vont correspondre aux différentes étapes d'analyse, donc la gestion des fichiers, le codage à proprement dit qui est l'analyse en tant que telle, le rapport qu'on a, donc c'est-à-dire la sortie de l'analyse, et finalement la possibilité d'avoir un chat sur IA là-dessus. Donc là, faisons comme si on menait une analyse. On va créer, avec le logiciel, on va créer un fichier et on aura un projet qui est au format QDA. Donc, c'est un dossier avec une arborescence, une base de données et les fichiers qu'on aura importés. Et il est possible au sein de ce fichier d'avoir des mémos qui vont permettre finalement
de mettre un peu des métadonnées du projet, des informations de contexte. Par exemple, quel était l'objectif de cette recherche? Quelle méthodologie on a mise en place? Quels sont les participants? Donc, ce qui permet d'avoir une traçabilité sur notre projet. On a par la suite des paramètres, différents paramètres qu'on peut modifier. C'est-à-dire, on peut modifier la langue, on peut modifier l'interface, on peut intégrer une clé API pour s'interfacer, pour dialoguer avec un logiciel d'intelligence artificielle générative, et le nom du codeur, qui est pratique parce que vous allez voir par la suite, il est possible de collaborer avec avec d'autres personnes. Donc voilà, donc on a notre interface, on clique sur gérer et il est possible d'importer des fichiers. Donc ça peut être des fichiers texte par exemple, qui est notre retranscription d'entretien, pour lequel il est possible d'associer un mémo, donc c'est-à-dire un peu des éléments des notes sur ce projet. Par exemple, on peut se dire, ben voilà, telle personne l'ont interviewé, c'était, je ne sais pas, un opposant qui habite à tel endroit, c'était tel type d'acteur avec telle caractéristique. Il est possible après de lier à un cas, et je reviendrai sur ce point dans un second temps, et il est possible d'ajouter des métadonnées, c'est-à-dire des colonnes au tableau, dans la section attributs. Par exemple, si on fait des entretiens sociologiques, on peut se dire, rajouter le genre de la personne, la profession, l'âge, qui va nous permettre d'après de filtrer les données et d'apporter une granularité dans l'analyse. Donc, les cas, donc on peut lier des fichiers qu'on a importés à des cas, c'est-à-dire chaque cas peut regrouper plusieurs fichiers. Par exemple, là, si on fait un entretien ou une série d'entretiens, il est possible d'intégrer la retranscription, une vidéo, des images peut-être aussi si notre méthodologie le permet. Donc, qui permet voilà, de regrouper et de facilement faire le lien. Avec, pareil, la possibilité de rajouter des métadonnées plus précises au besoin. Et donc, rajouter des attributs là-dessus. Donc, ces attributs, il est possible de rajouter en cliquant sur la petite icône, le petit X. On rajoute le nom de l'attribut et on peut assigner soit un cas, un fichier ou un journal. Donc là, on a l'exemple peut-être qui est visible en bas, auquel j'ai pu rajouter l'âge en termes d'attributs. Il est possible aussi une fonctionnalité de journal, donc un peu un journal de devoir qui permet de suivre un peu nos notes, nos réflexions d'analyse. Donc en fait, c'est des entrées qu'on fait et auxquelles on peut marquer du texte. Par exemple, ça peut être des idées qui peuvent émerger. C'est des idées qui peuvent émerger lorsqu'on fait de l'analyse. Donc, typiquement, je ne sais pas, se dire, voilà, il y a telle thématique qui ressort, je me le note pour ne pas l'oublier. Ça peut être des éléments méthodologiques. Ben voilà, ici, j'ai fait telle manipulation, et je le garde comme traçabilité pour la méthodologie après. Donc voilà, donc, ça permet un peu de garder des notes et garder une mémoire de ce qu'on fait sur le projet. Donc, j'ai une question. 3 secondes, oui, c'est ça. Je voyais la question, tu la vois aussi. Je me demandais la même chose que Nathan, en fait. C'est quoi la différence entre... T'es vite passé sur le cas et le fichier sur la slide précédente, et on se demandait quelle était la différence de ces attributs, en fait. Ouais, donc en fait, les deux peuvent mettre des attributs, on peut mettre un peu ce qu'on veut en termes d'attributs, mais en termes de fonctionnalité, en fait, le cas peut regrouper plusieurs fichiers. Et donc, en fait, si par exemple, un cas, ça dépend de votre méthode, mais par exemple, on fait un focus group et on a chacun, vous avez une retranscription par personne, ça peut être le cas. Je sais qu'il y a certaines méthodes d'enquête où on peut avoir des entretiens auxquels on montre des images ou des dessins, donc ça permet de rajouter plusieurs fichiers à une seule personne. Je sais qu'en discutant avec d'autres chercheurs, ils se disent, en fait, moi, je veux un cas qui soit un terrain et que tous mes entretiens correspondent à ce terrain-là. Donc en fait, c'est une sorte de dossier ou de méta, de chapeau qu'on rajoute à plusieurs fichiers.
Je ne sais pas si Nathan, ça a répondu à ta question. Après, moi, c'était plus. Enfin, je vois un peu mieux effectivement la différence entre les cas et les fichiers, mais après, je comprends pas trop la question des attributs enfin, dans quel cas on attribuerait à l'un ou à l'autre. Mais après, c'est peut-être dans l'usage qu'on le voit, mais. Ouais, je pense dans l'usage, je pense qu'ils vont garder une certaine souplesse, les développeurs de logiciels. Je sais que j'ai tendance, lorsque j'ai qu'un seul, enfin, un entretien par type d'acteur, à pas forcément faire des cas et mettre simplement dans des fichiers pour éviter une surcomplexité. Et dans le cas là, je mets un attribut par fichier, mais des fois, je peux aussi mettre, je pense qu'on peut mettre un cas si on met à l'échelle du cas. Disons, ce qui est intéressant des attributs, c'est si on a envie de rajouter des colonnes à notre tableau, c'est possible de le faire. Voilà. Donc, là, voilà, on a importé nos fichiers. Et une fois qu'on a importé nos fichiers, on a un peu une interface comme ça lorsqu'on veut coder un texte, un entretien. Donc, on a au milieu un document de travail auquel on a notre texte. Et en fait, tout l'enjeu, en fait, on va surligner le texte, vraiment comme on surlignerait classiquement là-dessus. Et on va associer après en cliquant sur un code qu'on aura défini au préalable. Donc, on clique bouton. Et ça va apporter une couleur particulière là-dessus. Voilà, donc ça c'est une interface. Et en haut, on peut sélectionner les différents documents qu'on souhaite modifier. Donc voilà, là-dessus, les différents documents qu'on souhaite analyser. Donc c'est une approche assez classique en termes d'interface. Si vous avez utilisé d'autres logiciels analogues comme NVivo ou Atlassian ou SQDA, c'est assez similaire. Voilà, on peut créer des codes à la volée en faisant clic droit sur notre sélection, typiquement. Et il est possible de trier nos codes au sein de catégories, donc au sein de dossiers, entre guillemets, et d'avoir une certaine arborescence là-dessus. Donc, par exemple, ici, vous voyez, nos codes, c'est ce qui est surligné en couleur, et au-dessus, les petits onglets, c'est ce qui correspond à des catégories. Donc, ce qui est assez pratique lorsqu'on a un nombre de codes assez élevé là-dessus. Voilà, on peut vite monter à une centaine de codes lorsqu'on dans une phase exploratoire, et on peut après fusionner les codes au besoin là-dessus. Je peux me permettre Donc c'est une assez... question, ouais. Justin, pendant Ouais. ces différentes valeurs. Donc là, ta concertation et emploi, on n'est pas obligé de mettre ces deux valeurs sur chacune des entités qu'on sélectionne. On choisit les valeurs que l'on veut. C'est ça. Hein. C'est ça. Par exemple, on peut sélectionner, voilà, et on met telle valeur. Voilà. Et après, c'est comment juste on trie les valeurs pour pouvoir se retrouver aussi là-dessus. Par exemple, je sais pas, lorsqu'on parle voilà, éléments qui met en débat, on peut avoir toute une liste. Voilà, on peut avoir une certaine granularité là-dessus pour pouvoir se retrouver. Il est possible également de faire des codages automatiques. C'est-à-dire, par exemple, on peut se dire... Ah oui, donc il y a une question d'Aurélie. Comment saisir les codes et les catégories? En fait, c'est lorsqu'on fait... tu vas dans code et catégories, tu fais clic droit et après créer un nouveau code ou créer une nouvelle catégorie. Et après, on a une petite fenêtre qui apparaît, donner le nom du code et c'est assigné automatiquement. Ça apparaît. Donc c'est assez... c'est extrêmement intuitif comme logiciel. Une fois qu'on a compris la logique, c'est voilà, c'est assez simple et c'est assez rapide là-dessus. Et il est également possible, en cliquant en haut, il y a des petites icônes qui ressemblent à des baguettes, qui est possible de faire des codages automatiques. C'est-à-dire, on peut se dire là-dessus, retrouve-moi tous les textes qui ont le mot, par exemple, lithium. Et là, on peut assigner un code. Donc, ce qui permet de faire une pré-analyse ou en tout cas nous aider automatiquement. Mais je souhaite mettre un petit warning, toujours relire finalement ce qu'il fait automatiquement parce qu'il peut avoir des biais ou
ou alors nos répondants utilisent des synonymes. En fait, chaque verbatim peut avoir plusieurs codes aussi. En effet, je n'ai pas forcément dit, mais on peut avoir un extrait, on peut dire donne-moi le code nuisance et paysage. Ça peut se chevaucher parfaitement, ça peut se chevaucher partiellement là-dessus. Donc, c'est assez souple là-dessus en termes de regroupement. Et visuellement, ça se représentera, en fait, on aura un petit trait de couleur pour dire qu'il y a un chevauchement au besoin en termes de visuel. Il est possible de faire un peu des mécanismes similaires pour les images et vidéos. Je sais qu'en géographie et en sociologie, on a tendance à beaucoup travailler avec du texte. En tout cas, mes collègues travaillent énormément avec ces méthodes-là et la méthode audio et vidéo est moins développée. Mais je sais que c'est aussi utilisé là-dessus. Mais donc, on peut apporter des images et des vidéos. Et à partir de là, on peut, pareil, annoter en faisant des petits carrés de couleurs et rajouter des codes qui sont les mêmes codes qu'on a définis pour le texte, l'audio, la vidéo. C'est le même corpus de code. Donc, ça, c'est bien pour pouvoir faire des croisements. En effet, je n'ai pas forcément signalé, mais on peut importer des fichiers comme on veut. Finalement, ça peut être assez libre là-dessus. Donc, pas besoin de faire de travail de formatage au préalable. On peut le faire si on le souhaite, parce que si on a envie d'avoir le même trame, mais sinon, c'est assez souple. En fait, c'est à l'échelle du texte. Et Qualcoder reconnaît à partir des segments de texte qui est mis en œuvre. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas modifier le texte une fois qu'il est surligné, sinon on a des décalages par rapport à ce qu'on avait prévu auparavant. Il est possible de faire un codage d'images, mais aussi l'audio et la vidéo. Et donc là-dessus, le codage, on importe notre fichier audio et on peut se dire, à partir d'un segment qui est de tel moment dans l'audio à tel moment, donne-moi ce code. Donc, c'est, je crois, assez proche de ce qui est fait avec Sonal, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais utilisé ce logiciel, mais peut-être que c'est assez proche de ce que j'ai compris. Donc, un codage plutôt avec le fichier source, si on n'a pas eu le temps de retranscrire là-dessus. Et il est possible d'associer, du coup, si on a un fichier audio et vidéo, une retranscription en amont pour pouvoir suivre les deux en parallèle. Mais là, pour le coup, il me semble qu'il faut avoir un petit travail de calage et de timecode pour l'audio et la vidéo. Il est possible également de coder des PDF. Je l'ai fait récemment sur un corpus assez conséquent. Et pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'on a d'un côté le PDF, on va dire, brut, tel qu'il s'affiche couramment, et à droite, une version transformée en texte. Et lorsqu'on souligne un, ça se reporte à l'autre. Ça ne marche pas forcément pour les PDF où c'est uniquement une image de scan. Il faut que ce soit un PDF avec du texte lisible, entre guillemets, là-dessus. Mais c'est possible d'avoir ce travail-là. Et ce qui est assez pratique lorsqu'on étudie des documents produits par les acteurs, par exemple, là-dessus. On n'a pas à faire ce travail de transcription dans un format de texte brut. Une fois qu'on a fait notre travail d'analyse, on se retrouve avec un certain nombre de codes, parfois une centaine, 200 codes. Et il est possible, dans une interface qui s'appelle réorganiser l'arborescence de codage, un ordinateur de code, la possibilité de réorganiser notre code de manière assez visuelle pour dire, voilà, par un glisser-déposer, l'associer à une catégorie. Donc, par exemple, ici, on peut voir un petit arbre qui dit, voilà, impact du projet, on met tel et tel élément, et tel élément, qui permet après de réorganiser aux besoins là-dessus. On peut aussi, à ce moment-là, fusionner des codes. S'il y a des projets, des intitulés similaires, et qu'on juge inutile de garder une différence, une nuance.
Il est également possible d'analyser par intelligence artificielle, par un assistant. C'est bien sûr désactivable, ou de choisir un modèle local, donc hébergé sur l'ordinateur, ou un modèle distant, donc hébergé en ligne. Cependant, donc en fait, globalement, comment ça fonctionne? On a soit des modèles de prompts, donc des instructions préétablies, par exemple, quels sont les grands thèmes du corpus, quels sont, est-ce que tu peux me synthétiser ce sujet? Mais je trouve quand même assez problématique l'usage pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la question du RGPD, on envoie des données qui peuvent être des données personnelles sur des serveurs qui n'est pas homologués RGPD, donc typiquement ChatGPT, ou donc qui sont sur le serveur états-unien ou le chat de Mistral. Et il y a également aussi l'effet boîte noire. Finalement, on ne voit pas comment la méthodologie se met en œuvre. Quelles sont les catégories qui se mettent en place en termes d'analyse, en termes de thématique. Donc finalement, on ne peut pas reproduire, il n'y a pas de reproductibilité là-dessus. Et je trouve qu'on perd un peu la plus-value, parce que ce qui fait la plus-value du chercheur, c'est ce travail d'analyse intellectuelle. Et donc si on délègue une intelligence artificielle, ça peut être mal fait, ou si c'est bien fait, admettons que c'est bien fait de manière équivalente, bah finalement, à quoi sert le chercheur? Est-ce qu'un simple travail, entre guillemets, des techniciens qui fait les entretiens, qui retranscrit et qui met à la machine, finalement, à quoi vont servir des chercheurs? Donc, je suis assez mitigé sur cette fonctionnalité, mais ça peut servir là-dessus. Je réponds à la question qui est posée. Effectivement, on n'a pas besoin d'éditer tout le texte. J'ai parfois, des fois, sur certains entretiens, j'ai juste des morceaux qui m'intéressent, que je souligne, parce que c'est ce qui me semble intéressant pour ma recherche. Donc, on n'est pas obligé de surligner, de catégoriser tout le texte, mais uniquement des extraits qui nous intéressent. Finalement, le principe de ces outils-là, c'est garder une trace de ce qui nous intéresse dans notre analyse pour pouvoir le ressortir après coup lors de la rédaction d'une synthèse du bilan. Justin, je me permets une question comme tu me parles de ça. Ouais. Quand tu fais, si tu repères deux grands extraits de ton texte et que tu veux mettre des annotations plus petites à l'intérieur de ces deux grosses unités, c'est possible aussi? On peut superposer les annotations? Oui. On peut superposer les annotations en surligne et après on peut superposer tout à fait. Ça peut chevaucher, ça peut se superposer. Ben, c'est assez souple là-dessus. Mais je crois que les autres logiciels similaires font aussi ça. Voilà. Ok, merci. Voilà. Désolé, j'essaie juste de me retrouver où j'étais. Donc voilà. Voilà, maintenant on a tous nos entretiens, on a fait nos petits codes, on a surligné des extraits là-dessus. Et on arrive à un moment où on se dit, ok, on a tout ce corpus et il faut pouvoir les analyser. Et donc cette analyse, on va aller dans l'onglet rapport et on va se retrouver dans une interface un peu similaire à celle-ci, avec à gauche trois fenêtres, trois parties. Donc la première partie qui va correspondre au fichier qu'on souhaite voir, la deuxième partie qui va correspondre au cas d'usage, et la troisième partie qui va correspondre au code qu'on aura défini. Et à partir de là, on va sélectionner, je vais dire, j'ai envie de ressortir les éléments, les verbatims, les extraits qu'on a choisis de tel et tel fichier, de tel ou tel cas, et de tel ou tel code. Par exemple, admettons qu'on veut avoir uniquement les éléments de la concertation ou de l'emploi, qui, uniquement pour tel type d'acteur, on ressort et on a ces éléments-là qui ressortent là-dessus en format texte, pour lequel après il est possible d'exporter au format soit par copier-coller, soit au format ODT. Il est également possible d'avoir des statistiques, par exemple des valeurs pour dire ok, il y a tel et tel nombre de codes qui correspondent à tel et tel type de fichier qui ressort, de ressortir uniquement des codes qui sont faits par tel et tel codeur si on est dans un travail collaboratif, mais également d'avoir une vision sous forme de tableau
Est-ce que je l'ai mis ici, exactement, sous forme de tableau? Donc, en fait, il suffit de cocher, transposer la matrice, et pour lequel on a, comme lorsqu'on travaille dans un tableau avec nos fichiers ou nos cas en colonne, et en ligne, on a nos catégories ou nos codes qui ressortent. Et donc, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble assez visuelle et qui permet de voir, OK, on a plutôt tel type d'acteur ou tel acteur qui parle de ça, ou tel autre acteur qui a plutôt abordé cette thématique-là. Donc, ça peut être aussi une approche intéressante et qui correspond un peu à un certain cas d'usage lorsque certains faisaient ce travail manuellement en copiant-collant des extraits dans Excel, on retrouve un peu la même logique. Donc, on a la question. Non, ça a déjà été posé cette question, c'est pas une nouvelle question. Parfait. Il est possible également, et là on revient sur cette question-là, d'avoir des rapports de concurrence, de codage, c'est-à-dire de voir est-ce qu'en fait il y a deux codes qui se superposent. Donc là j'avais fait le test et on voit que autonomie et emploi pas viable étaient des codes qui se superposaient, donc qui apparaissent en rouge et qui montrent le nombre de fois que ça apparaît. Donc c'est assez intéressant pour voir finalement est-ce qu'il y a des éléments de similitude qui ressortent. Se dire est-ce que il y a des codes redondants déjà, ou est-ce que voilà il y a des points similaires ou des points d'intérêt qui se recoupent là-dessus. Donc c'est un peu une pré-analyse qui peut être faite. On peut également aussi ressortir différents graphiques. Donc une carte thermique qui permet de se dire OK, on a tel code qui apparaît tel nombre de fois dans tel entretien, donc ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble, voir s'il y a des grandes thématiques qui ressortent plutôt sur tel type d'acteur ou tel type d'acteur. On peut avoir des statistiques sur le nombre de caractères par code, donc voir si c'est des gros éléments ou non. Voir la proportion des codes au sein de catégories. Pareil, pouvoir se travailler les proportions. Des graphiques en forme de camembert coulant ou de rayon de soleil, je ne sais jamais comment on peut appeler, qui permet de voir des statistiques pareil au nombre de caractères, la propriété, et sous forme de diagramme en barre. Donc, donc différents graphiques qui permettent de se dire OK, telle thématique est très présent ou non au sein de mon corpus. Donc, c'est des sorties en HTML là-dessus, donc après qui peut permettre un retraitement par la suite. Il est également possible d'avoir une approche collaborative. Lorsqu'on installe le logiciel, il est possible de mettre le nom de codeur et il est possible après de se partager le fichier, de se l'envoyer, de coder là-dessus et après de réimporter au sein du même utilisateur. Donc, c'est l'approche assez artisanale par zip, qu'on envoie par mail ou par clé USB. Il n'y a pas de fonctionnalité réseau, cloud. Et donc, au sein d'une interface, on peut voir finalement s'il y a un certain consensus, s'il y a certains codes qui ressortent. Par exemple, voilà, on a telle et telle personne qui sont d'accord pour dire cet extrait-là, c'est plutôt ce code-là, ou s'il y a un désaccord. Donc, c'est une forme d'analyse, si on veut une reproductibilité, de voir s'il y a une reproductibilité dans notre analyse. Mais il me semble que ce n'est pas trop utilisé en sens social, en géographie, en sociologie en tout cas, là-dessus, mais ça a le mérite d'exister. Hop là, zut, j'ai paumé mon graphique, je l'ai perdu. Non. Ah, tu vas le retrouver, voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé et j'avais zoomé, donc je ne sais pas si... On a bien vu tes graphes, et moi le CAPA, ça nous intéresse en linguistique, tu sais, on l'utilise vraiment pas mal pour nos annotations. Ok. Donc, OK, il y a un vrai cas d'usage. Tu vois, moi, je l'approche du coup sciences sociales où, en gros, c'est un chercheur qui va coder, ou alors si on code, si c'est un travail d'équipe, chacun va coder un entretien ou des entretiens, ton entretien, mais on ne va pas recoder le même entretien. Du coup, je ne savais pas si, voilà, mais si effectivement il y a une utilité dans d'autres disciplines, tant mieux. On en reparlera après, je te laisse dérouler. Ouais. Donc,
Donc ici, je vous ai mis finalement, voilà, j'ai montré les différentes fonctionnalités du logiciel qui est assez simple à mettre, à utiliser. Finalement, une fois qu'on a compris la logique d'import de données, de rajout d'informations, puis d'analyse, puis d'export. Donc là, j'ai mis un peu une anatomie du fichier du projet, qui est en fait un simple dossier avec à l'intérieur d'autres dossiers qui correspondent au fichier source qu'on aura importé. Donc si vous retrouvez les audios, les documents, des images ou des vidéos, un fichier data.qda qui est en fait une simple base de données SQLite auquel on va retrouver les codages et les mémos qu'on aura mis là-dedans. Donc, je fais un petit disclaimer. Si on traite des dossiers volumineux en apportant beaucoup de vidéos, faites attention parce que le dossier peut prendre beaucoup de place. Donc, lorsqu'on partage, voilà, il faut avoir ça en tête là-dessus. Également, oui, je réponds à la question qui est mise. Lors d'un travail collaboratif, on peut voir les codes d'un autre codeur dans le même dossier, dans le même fichier, et c'est aussi l'intérêt. Finalement, on peut se dire que, OK, telle personne a plutôt codé ça, telle personne a plutôt codé ça. On peut voir ce qu'a mis tous les codeurs ou ce qui a exporté uniquement telle personne. L'analyse de classification. Il n'y a pas d'analyse de classification de similitude comme Iramutech, que je n'ai pas vu. Il y a des fonctions d'analyse textuelle assez rudimentaires du type nuage de mots. Mais je vais être honnête, je ne l'ai pas utilisé parce que je ne trouve pas forcément pertinent dans l'analyse. Ce n'est pas là où est la force du logiciel. Donc, je l'ai évoqué en début de présentation. Il est possible, une fois qu'on a fini, d'exporter au format Refi QDA, qui est un format, on va dire, standardisé. Et ce format standardisé est compatible avec NVivo, enfin les différents logiciels du marché. Donc, ce qui est assez pratique, si on veut importer les fichiers des projets d'analyse depuis ces logiciels propriétaires, ou au contraire pour exporter si la personne n'a pas Qualcoder. Cela dit, petit disclaimer, si vous travaillez uniquement avec Qualcoder, préférez le format natif .qda, ça sera plus simple en termes d'analyse, on évitera peut-être des problèmes de bugs, éventuellement s'il y a des problèmes de bugs à l'export. Donc là, je fais une petite présentation qui présente un peu mon cas personnel, finalement, mon cas d'usage, concrètement, comment ça se met en œuvre. Concrètement, en fait, je fais l'entretien que j'enregistre avec un fichier audio. Ça, c'est un peu la base du métier du chercheur en géographie et en sociologie. Et dans ce second temps, je le retranscris. Il y a quelques années, il y a 4-5 ans, la retranscription était manuelle, c'était assez long, il fallait une journée de travail pour 1 heure d'entretien. Maintenant, c'est automatique avec Whisper, avec voilà, toutes les méthodes automatiques, malgré un travail de relecture. Et dans un second temps, j'importe dans Qualcoder. Donc voilà, donc c'est une démarche de recherche assez classique auquel on peut se retrouver. J'importe également des fichiers texte autres produits par les acteurs là-dessus. L'analyse que j'avais faite de Qualcoder, et moi, personnellement, j'ai une analyse plutôt textuelle, donc c'est là où je peux plus facilement témoigner là-dessus, avec l'idée de sortir après les rapports, les extraits verbatim par code, et c'est là où je fais mon analyse. Et peut-être un peu pour la petite anecdote, j'utilise le logiciel depuis le printemps 2019, donc quelques mois après la sortie du logiciel, parce que je cherchais un logiciel gratuit et compatible Linux, et je faisais une recherche dans un organisme de recherche qui était ni l'université ni le CNRS, donc ils n'avaient pas forcément de budget là-dessus. Là-dessus, voilà, je me suis mis à l'utiliser, donc j'ai pu voir aussi l'évolution du logiciel qui s'est amélioré, qui est devenu beaucoup plus user-friendly là-dessus, et voilà, il est beaucoup plus simple d'utilisation. Et je l'ai énormément utilisé en thèse et en postdoc.
Il est possible également d'utiliser Qualcoder pour Windows. Effectivement, il marche pour Windows, pour Linux, pour macOS. Donc, c'est la force, je trouve, de ce logiciel-là. On peut l'utiliser partout, on peut l'utiliser hors ligne. J'avais un chercheur qui me disait que par rapport à NVivo ou Maxcudia, comme on n'avait pas besoin de connexion parce qu'il n'y avait pas de licence, c'était pratique pour faire ce travail dans le train. Donc, c'est un intérêt dans notre mode de vie de chercheur. Donc, finalement, il y a la dernière question qui se pose, est-ce que c'est possible d'améliorer ce logiciel? Et là, je laisse la parole à Max qui va parler du travail de pseudonymisation là-dessus. Oui, je vais dire un petit mot et puis ça fera le lien avec ceux qui ont suivi le tutoriel précédent sur Wispurge parce que Alex en avait parlé et c'était pas encore implémenté. Donc en fait, l'idée c'est que dans la chaîne là de traitement qu'a présenté Justin, vous partez de la transcription, correction, traitement. Et souvent, en fait, l'étape d'anonymisation ou de pseudonymisation arrive à la fin quand on se dit ah tiens on va peut-être diffuser le corpus et en fait c'est une étape qui est très coûteuse et qui prend du temps et du coup il y a plein de gens qui ne le font pas et donc l'idée que j'ai eue ou qu'on a eue plutôt collectivement j'ai envie de dire c'est de dire en fait comme la correction prend moins de temps est-ce qu'on pourrait pas faire cette étape d'anonymisation pseudonymisation au moment où on corrige l'audio. Donc c'est un peu ça l'idée. Et si maintenant vous allez sur Wispurge, vous pouvez voir le nouvel petit onglet là avec le masque. Et sur l'exemple là que vous pouvez tous lire, bonjour, je m'appelle Pierre Lemaître. L'idée c'est si on a envie de remplacer Pierre Lemaître, on le surligne juste. Il arrive dans le tableau. Et vous allez pouvoir mettre votre entité de remplacement. Donc, tout se fait à la main. Il n'y a pas de... Là, on est tout sur du manuel. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous pouvez exporter toute votre table de correspondance. Et si vous travaillez sur un nouveau texte qui fait partie d'un corpus et que vous avez envie de garder les mêmes entités de remplacement, vous pouvez importer une ou plusieurs tables que vous avez déjà extraites. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et puis peut-être que Justin va l'importer un jour dans Qualcoder. On en serait très content. Voilà. Oui, justement, comme c'est l'intérêt du logiciel libre évoqué précédemment, l'idée c'est aussi, voilà, c'est une des idées de suggestion de fonctionnalités qu'on retrouve dans des logiciels propriétaires ou autres, aussi pouvoir importer pour pouvoir, dans ce logiciel-là, pour qu'on ait une interface de travail qui soit adaptée à nos usages, du coup. Et comme c'est contributif, autant que ça profite au plus grand nombre. Donc j'ai un peu balayé les différentes fonctionnalités du logiciel, les différents cas d'usage. Du coup, je réponds juste aux questions. Pour l'instant, la fonctionnalité de pseudonymisation n'est pas présente dans Qualcoder. L'idée, c'est qu'on présente ça aux développeurs pour dire, écoutez, on a ce procédé qui est intéressant, qui est implanté dans d'autres logiciels comme Wispurge. Peut-être que ça sera intéressant de développer et de mettre en place directement dans Qualcoder. Voilà, surtout que c'est assez simple à mettre en œuvre là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ah oui, seconde question, Wispurge, est-ce que Wispurge remplace Whisper? Donc ça, je vous renvoie au précédent tuto maté. En fait, Wispurge vient après, enfin, on retranscrit avec Whisper, et après, il y a tout un travail de traitement et de mise au propre des entretiens, parce que lorsqu'on retranscrit de manière automatique, il peut y avoir des scories, il peut y avoir des mauvaises retranscriptions, et il faut pouvoir corriger avant de l'analyser. C'est plutôt une étape intermédiaire. Donc après, typiquement, si on veut utiliser toute cette chaîne-là, on peut se dire pourquoi pas, on fait notre entretien, on retranscrit avec Whisper,
on le met au propre avec l'uspioche, et après on importe dans qualcoder. Ça peut être un cas d'usage. Voilà. Une petite question, Justin, qui est pas dans le chat, qui est de moi. Du coup, si dans Qualcoder, est-ce qu'il faut avoir corrigé totalement son audio avant de mettre les codes, ou par exemple si tout d'un coup tu mets les codes et tu vois une faute et tu as envie de corriger, est-ce que c'est simple à faire ou est-ce que c'est complexe? Alors, tu peux modifier si tu as une faute, tu corriges là-dessus. Il y a une fonctionnalité là-dessus, corriger le texte. Mais je crois que c'était limité à un certain nombre de caractères de décalage. Parce qu'en fait, dans Qualcoder, en fait, les codes sont codés en interne. C'est la position dans le texte, ça va du caractère intel à un caractère intel. Donc, si tu modifies un gros corpus de texte, tu auras tout qui sera décalé là-dessus. Et d'ailleurs, j'en profite de revenir. Pour les plus geeks, il y a une interface dans Qualcoder que je n'ai pas présentée, mais qui permet directement de mettre des requêtes SQL si on veut modifier ou extraire de manière plus fine. Mais ça, c'est vraiment pour les plus geeks, pour les usages plus là-dessus. Pour aller dans le même sens que Max, en fait, la modification du texte, ok, ça on comprend que ça pose vraiment beaucoup de problèmes, mais la modification de tes catégories et de tes codes, si tu te rends compte que tu as fait une coquille ou que le code que tu as utilisé est plus du tout le bon, tu le changes et tu dois pas le changer à chaque endroit où est le code, ça le change en masse. Quoi. C'est ça change en masse. Ça change en voilà, ça par contre, on peut renommer, on peut modifier là-dessus sans aucun problème. Puisqu'en interne, c'est juste tel élément revient à tel élément, mais en fait. Et on peut même aller jusqu'à mettre une catégorie dans un autre code, j'imagine, changer l'arborescence de l'ensemble. C'est ça, et là, ça pose aucun problème. Parce que en interne, voilà, c'est géré là-dessus, il sera notifiant, et après, c'est un nom d'affichage là-dessus. J'essaie juste de répondre aux différentes questions dans le chat là-dessus. Donc, une question de Françoise, pouvez-vous revenir rapidement sur le codage automatique à partir des segments de texte? Donc, je reviens peut-être sur cette partie-là que je suis allé assez rapidement. J'essaie d'aller à la bonne slide. Est-ce que c'est ici? C'est ici. En fait, on peut, dans Qualcoder, se dire recherche-moi tel mot et surligne-moi toutes les phrases auxquelles ce mot apparaît. Surligne-moi en associant un code. On peut aller plus loin et pour les plus geeks d'entre nous, utiliser des regex, donc des expressions régulières, pour dire ben voilà, s'il y a telle configuration, tel type de texte, de mot qui apparaît, surlignez-moi ça là-dessus. Donc, qui permet de faire un peu une pré-analyse là-dessus. Je ne sais pas, par exemple, si vous cherchez toutes les phrases qui contiennent l'expression, je ne sais pas, l'expression, j'ai aucune idée, gourde d'eau, ça va pouvoir surligner. Donc, ça permet de faire un travail de pré-analyse là-dessus. Je ne sais pas si c'est plus clair. Donc, j'avais un certain nombre d'autres questions sur la différence entre MaxQDA et Qualcoder. Gaïa, je ne peux pas te répondre précisément parce que je n'utilise pas MaxQDA au quotidien, mais dans grande ligne, dans 90% des usages, c'est un peu similaire, sauf peut-être des fonctionnalités à la marge. Je sais que j'ai rendez-vous avec une ingénieure de recherche qui est spécialiste MaxQDA justement pour faire ce travail comparatif. Mais je dirais plutôt l'avantage de Qualcoder là-dessus, c'est surtout l'aspect financier, dans le sens où tu n'as pas besoin de payer une licence qui est assez chère et de tout le temps connecter à Internet pour dire non, j'ai pas une version traquée de MaxQDA. Voilà. Mais après, si tu as un usage assez classique d'entretien, d'analyse, ça répond là-dessus. J'essaie juste de ne pas perdre le fil. Avec MaxQDA, il est également possible de sortir des tableaux en fonction des catégories.
c'est ici, là-dessus, où en fait, on nous dit, ressortez-moi les extraits de texte qui correspondent à telle catégorie. Et on a un tableau voilà, qui compare soit par cas, soit par fichier qui est extrait là-dessus. Et après, il est possible d'exporter ici au format tableur. C'est assez surprenant Après, comme format ce CSV là, parce qu'en fait il part des étiquettes et il associe des morceaux de texte. Et on a plutôt l'habitude d'avoir les textes avec les étiquettes associées, tu vois. Donc là finalement tu te retrouves quelquefois avec plusieurs morceaux de texte parce qu'ils ont plusieurs étiquettes, c'est ça? Ouais. Désolé, j'ai pas. En fait, je suis habituée, moi, dans mon utilisation de CSV pour annoter les données, d'avoir le texte sur la première colonne et j'annote les données dans les colonnes suivantes. Ouais. Là, ton entrée est l'annotation. Donc, si tu as plusieurs étiquettes d'annotation pour un même texte, du coup, ton texte est répété. Tu peux pas avoir un export qui donne en entrée le texte, qui donne un point fort au texte pour avoir après les annotations associées. Si j'ai bien compris, en fait, c'est l'annotation. Là, c'est juste une autre mode de représentation du texte. En fait, voilà, là-bas, c'est vraiment l'annotation sur le document. Et après, soit c'est un affichage assez linéaire avec les codes, voilà, un export assez linéaire, soit sous forme de tableau là-dessus. Et on peut s'amuser, voilà, selon les fonctionnalités, se dire, en fait, faire un tableau où chaque ligne, c'est des catégories. Et on peut avoir les différents extraits là-dessus. J'avais un certain nombre de questions sur les backups. Qualcoder, en fait, n'a pas forcément une fonctionnalité de retour en arrière, notamment lorsqu'on modifie l'arborescence des codes, si on fusionne ou si on change de place. Donc, il y a une fonctionnalité, une option pour faire des backups régulièrement. Donc, ça fait une copie du dossier pour revenir en arrière si on fait une bêtise. Cela dit, il garde tous les X, je crois 5, c'est possible de configurer, mais par défaut, je crois que c'est 5 backups par défaut. Donc voilà, il n'y a pas de crainte d'avoir 10 000 fichiers backup à la fin. Donc je crois que là, j'ai répondu à Floré et à Solène. Pour répondre à Louis, qui posait la question du transbordement de Sonal vers Qualcoder, je ne sais pas si Sonal, et notamment dans la nouvelle version, importe ou gère le format Refi QDA, mais si il gère ce format-là, qui est un peu le format pivot pour ce logiciel-là, il est possible de transborder. Concernant le codage automatique, c'est très bête, c'est s'il y a ce mot-clé précédemment. C'est pas un champ sémantique, donc c'est la même chose que si vous faites CTRL F rechercher là-dessus. Voilà, le lien était mis dans le logiciel. Donc, en termes de ressources, je vous conseille vivement 2 types de ressources, qui est le blog officiel de Qualcoder, donc qui est qualcoder.wordpress.com, et aussi le dépôt GitHub de Qualcoder, auquel il y a un onglet Wiki, qui est extrêmement bien documenté en termes de documentation, donc qui est en anglais. Là-dessus. Voilà. Est-ce qu'en cliquant sur un code, je peux avoir immédiatement tous les extraits codés de ce code afin de les visualiser? Non. En fait, si tu veux voir tous les codes, les extraits en code, le code, il faut aller dans rapport. Par contre, dans ton interface de codage, ici, tu peux voir tes codes et combien de fois ce code apparaît au sein de ton texte. Est-ce que donc je vois là qu'il reste une petite heure, j'ai fait une présentation en balayage. Est-ce que vous voulez une démonstration du logiciel de manière en live là-dessus? Là, du coup, tu confirmes que sur cet écran, ta copie d'écran qui est là, si on clique sur concertation, ça ne va nulle part en fait. C'est pas interactif, hein, c'est ce que tu disais. On peut pas retourner au texte avec une annotation en fait. En fait, ça permet juste de coder le logiciel. Okay. Donc là, je vais partager l'écran. Est-ce que c'est possible? Oui, il faut que tu retournes sur ton plus.
Et partager ton Je vais écran. juste avant, Et que j'avais t'arrêtes, fait un faut que sondage. t'arrêtes, enfin, faut que tu coupes cette présentation pour faire le partage d'écran. Alors, comment on coupe Tu vas faire stop. Normalement, tu vas sur plus. Ouais, Je t'avoue qu'en tant que... Voilà, là ça monte. ouais. Voilà, là on voit ton écran de logiciel avec le résumé Alors, du projet. voilà. Donc, je mets. Hop là. Non. J'ai plein de fenêtres aléatoires qui s'ouvrent. Hop là. Voilà. Donc, je vous mets d'un côté. Voilà. Donc là, on a le projet que je vous ai présenté. Assez classique. Voilà, on ouvre le dossier. Et là-dessus, on a cette interface. Donc, ici, alors, il y a Excuse-moi, Justin. Est-ce que là, je voyais sur ton journal des actions, tu avais des trucs liés à l'IA. Est-ce que tu pourrais désactiver totalement pour pas avoir une vérification de l'existence de nouveaux documents ou des choses comme ça, oui, pour ceux c'est qui en ont possible. pas envie? Oui, c'est possible. En fait, tu vas dans projet paramètres, intégration IA. Là, on voit pas ton pop-up hein, parce que tu as fait le partage que de. Je le dis, Ah, c'est peut-être pas. Comme tu as partagé ah, que le. Pas tout, la totalité de ton Ouais. écran, on voit pas Il faut que les. tu partages tout ton écran, je pense. C'est ça le truc. Oui. ouais. Si on- Si tu fais partager tout, on va tout voir, et même les pop-up. Je vais faire. Parce que là, c'était un peu les pop-up fantômes, tu sais, on voyait ton. Oui, en fait, Maxcudia a la logique de partager, enfin, de faire plusieurs fenêtres. C'est pas une fenêtre unique. Voilà. Vous voyez un peu en double. Voilà. Donc, si vous marquez des bêtises dans le chat, ça sera visible. Donc là, c'est un dossier. Donc le projet test que je vous ai présenté en screenshot dans la présentation. Donc si tu veux en fait désactiver, tu vas dans paramètres et tu as une fonctionnalité paramètres d'intégration de l'IA et auquel tu peux décocher. Je ne descends pas plus parce que après vous risquez de voir ma clé API là-dessus et je sais, j'avais trouvé une fois pour tester, je ne sais pas comment l'enlever. Donc là, je peux décocher par exemple ici. Et donc là, il n'y a plus l'IA qui est activée. Et on peut le voir parce que c'est marqué IA disabled. Donc, par exemple, donc ici, lorsqu'on fait gérer, on a la liste des fichiers. Je vais dans gérer fichiers, par exemple. Il est possible d'importer des fichiers, donc en cliquant importer des fichiers, assez classique. Et il est possible après aussi de rajouter des attributs. Donc on clique sur ajouter un attribut et par exemple on peut se dire le genre. Donc voilà, donc F, M, F, voilà par exemple là-dessus. Donc voilà qui peut apporter des analyses. Concernant le codage, on va là-dessus, on clique sur codage. Hop là, on choisit un texte ici. Donc, on lit nos textes et on se dit ah oui tiens voilà ça c'est intéressant cette question-là. On surligne et on va se dire ben voilà on va l'associer à tel code. On se dit très bien. Et si on se dit ah oui mais ça c'est vraiment important ce qu'elle dit et il faut absolument que je ressorte et que je mette de côté, il est possible de mettre un signet voilà, de mettre une note importante et qui dit voilà ça surligne en couleur plus foncée. Voilà. J'essaie de voir
qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Il est possible de rajouter plusieurs codes différents au sein d'un même texte. Voilà. Donc, voilà, j'ai mis les paysages et création d'emploi, par exemple. Et donc, on voit qu'ici, il y a une superposition des deux. C'est visible parce qu'il y a un petit trait qui est affiché. Et lorsqu'on met la souris sur le code, ça nous montre que c'est chevauché. Voilà. On peut aussi fusionner des étiquettes. Si par exemple on veut Oui. fusionner la mauve et il va te dire attention, celle-ci existe et tu vas la mettre. Enfin, comment il gère, tu vois, ce côté fusion de deux En fait, c'est vraiment. Par exemple, donc, imaginons qu'on veut fusionner test et moula. En fait, on drag en Europe, enfin, on glisse et dépose celui-là, enfin, notre code dans lequel on veut coder. Donc ici, je vais fusionner test au sein de moula. Donc je clique sur yes. C'est vraiment un drag, enfin, en glisser-déposer là-dessus. Il est aussi possible de déplacer au sein de catégories. Ici, vraiment en déplaçant, hop là, on dit que Moula veut aller dans Vision Transition, donc je glisse sur le code et ça le met automatiquement. Si on fait ici clic droit dans cette section, il est possible de créer un nouveau code, de créer de nouvelles catégories, de renommer, de modifier les couleurs, de mettre des mémos, par exemple, là-dessus. Là-dessus. Au sein de notre interface, voilà, on peut voir les mémos, par exemple, si on a mis, et on peut voir le nombre de fois, d'occurrences qu'apparaît un code au sein de notre corpus texte. J'essaie de lire là-dessus. Flora. En fait, c'est la multi-annotation qui intéresse notre public. Ouais. Et pour l'une, c'est de savoir vraiment comment tu fais concrètement pour partager un même projet avec plusieurs annotateurs. Si tu veux travailler avec ton collègue, comme logiquement, c'est un logiciel installé sur ton ordi, donc c'est pas sur un serveur. Oui. Donc il faut se partager les fichiers. Donc comment on fait concrètement pour gérer un projet multi-annotation en fait? En fait, là, on peut voir. En fait, le fichier multi-annotation, c'est en fait, on s'envoie le fichier en fait, soit par mail, soit par clé USB. Donc il n'y a pas de gestion en ligne là-dessus. Mais en fait, on peut voir qui a codé quoi, parce que dans les paramètres, on marque le nom du codeur, quoi, notre identité, et du coup, on sait qui code, et on peut voir, on sait qui a codé quoi. Parce que dans le rapport de codage, on peut voir, dire par exemple, ressort uniquement les codes d'un tel, ou elle ressort tout. Et du coup, c'est la question de Flora. Tu fais un suivi direct de la question suivante qui est est-ce qu'on est obligé de mettre un nom? C'est-à-dire que là, tu dis que ça enregistre ton identifiant d'ordinateur, mais si on veut être. Si ça n'a pas d'intérêt pour nous de savoir qui a annoté, ou si on veut être anonyme en fait, est-ce qu'on peut ne pas avoir de nom dans la catégorie des codeurs? Alors ça, je ne sais pas si on peut envoyer à plusieurs catégories de noms. On peut tous les voir, en tout cas, voir tous les codages de tout le monde si on choisit l'option vide là-dessus. Mais si on laisse vide, ça ne met pas un annotateur fantôme qui serait plusieurs personnes éventuellement. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un nom d'annotateur. Alors, je ne sais pas comment ça se passe si on laisse un champ vide. Si plusieurs personnes laissent un champ vide et qu'on se le transpose. Je ne sais pas s'ils considèrent que c'est une même personne, du coup. Il y a aussi le risque que quelqu'un se fasse passer pour quelqu'un d'autre si on met le même nom. Mais là-dessus, je ne saurais pas dire. Pour répondre à la question, voilà. Solène dit, est-ce qu'on peut savoir qui a codé quoi? On peut calculer directement les indices d'accord interjuge. Pour ce faire, effectivement, il est possible de le faire. Je l'avais montré. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, c'est dans rapport comparaison de codage où en fait on peut
identifier différents codeurs et voir. On peut voir en fait là-dessus qui dans ce tableau-là. Après, vu que je suis le seul à avoir codé, j'ai pas les valeurs, mais on voit que on voit le degré d'accord de. Enfin, voilà, si nos codes se superposent ou pas. Donc c'est possible au sein du logiciel. Alors je ne sais pas qu'est-ce que le coefficient interjuge. C'est le kappa, Solène, l'interannotateur, voilà, c'est ça, le kappa de Cohen, c'est ce que tu montrais tout à l'heure. Du coup, il y a un kappa. Qui est calculé automatiquement, en fait. Si on était plusieurs annotateurs sur ton fichier, là, on verrait automatiquement le kappa associé pour chacune des étiquettes. Du coup, voilà donc le rapport de codage dans lequel on se dit, bon, voilà, je veux ressortir, par exemple, emploi, concertation pour les 3 premiers entretiens. Voilà, donc on a une sortie un peu sous cette forme-là, où on a nos codes, on voit le nom du code, le fichier et le codeur. On peut le transposer dans la matrice. Comment j'ai coché? Il faut choisir un codeur. Mince. Je sais plus comment faire. Ça y est. J'ai système un peu la matrice. Donc voilà, on peut, voilà, c'est dans cette interface où on a les codes, les différents éléments que je vous ai montrés. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre. Il y a des questions encore, hein, tu sais, si jamais. Ah oui. Et par exemple, il y a Weiwei qui se demande, comme on collabore et qu'on se partage le fichier, qu'on se les envoie sur ordinateur interposé, finalement, si on travaille sur un fichier chacun sur son ordinateur, c'est du travail perdu. Comment à un moment tu arrives à fusionner les deux en fait? Est-ce qu'il faut qu'on ait le même fichier qu'on s'envoie et on fait progresser ce fichier, ou est-ce qu'on peut travailler chacun sur un fichier et on fusionne les deux versions? En fait, je peux répondre, hein, c'est pas fait pour travailler en simultané. Hein. C'est fait pour travailler l'un après l'autre, mais jamais en simultané. Donc c'est un fichier qu'on se refile, quoi. C'est ça. Voilà. Et après, il y avait quelqu'un qui te demandait si en fait tu pouvais faire comme si tu n'avais jamais rien fait là sous Calcodeur et recréer un projet depuis rien. Montrer un apport brut, quoi. Un départ, un début de projet. Ouais. Je vais essayer de le faire. Hop là. Donc, on fait projet, nouveau projet. Projet. Voilà. Très imaginatif. Donc, à partir de là, je me dis, OK, j'ai mon projet. Je vais importer mes fichiers. Donc, voilà. On clique là-dessus. Gérer les fichiers. Et là, se dire, ben voilà, on peut apporter différents fichiers. Et il y a des logiciels, quand on importe, là c'est des TXT, donc c'est des fichiers bruts. Ouais. Il y a des logiciels, quand on importe du XML, qui ne tient pas compte des balises, qui enlève les balises et qui ne garde que le texte. Est-ce que Calcodeur sait faire ce genre de choses? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas vu d'import XML où la balise serait évacuée, en fait. En fait, tu peux aussi importer des enquêtes que j'ai jamais testées et des données Twitter que je ne sais pas du tout dans quel format, parce que je ne sais plus si c'est possible d'exporter depuis Twitter. Mais honnêtement, j'ai pas fait pour les enquêtes, donc je peux pas te dire là-dessus. Donc là, voilà, j'ai importé les fichiers. Là, je me dis, bon, je me dis que l'entretien 1 et 2, ça correspond... on veut faire des cas, par exemple. Donc, je me dis, je veux faire un cas. Par exemple, je ne sais pas, un terrain 1, ça peut être un cas A, et terrain 2, un deuxième cas. Admettons, voilà, je travaille sur différents terrains. Je ne sais pas si on travaille, on fait des enquêtes dans des fermes, par exemple, pour travailler l'agroécologie.
et qu'en fait, chaque ferme, on interviewe plusieurs personnes, et en fait, un cas d'usage serait une ferme. Donc là, on peut associer les fichiers à un cas. Donc là, désolé, tac, tac, exporter. Voilà, on va dans les cas, ici, fichier, et on se dit, bon, en fait, ici, je veux que mes deux premiers cas soient assignés au cas. Ça rajoute. Et au terrain numéro 2, on les assigne. Donc voilà, on a assigné des cas. Admettons qu'on veut rajouter des attributs à ce cas-là. Par exemple, nom. Ou je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en attribut, localisation. Là-dessus. Et à partir de ça, on va coder là-dessus. Donc pour coder, on va sélectionner le texte. Ici. Et on peut se dire, ah oui, tiens, ça c'est intéressant. Donc, ici on fait clic droit, on va créer un code. Test. Donc après, on va surligner et dire test. Là, on se dit, bon, on va quand même faire une analyse plutôt automatique. Et on veut que c'est surligne tous les codes où apparaît lithium. Donc, on va créer une catégorie lithium, ici. Et donc, on va cliquer sur codage automatique. Non, c'est pas celui-là. Voilà, codage automatique. Et on se dit, en fait, recherche-moi tous les codes toutes les phrases pour le mot lithium. Dans un ou deux fichiers, enfin tous les fichiers qu'on veut ou celui actuel. Et hop, ça nous surligne là-dessus. On peut faire ce travail-là. Par exemple, s'il y a un début de mot ou recherche-moi, je ne sais pas si une phrase commence par ce mot-là et se termine par ce mot-là, surligne-moi. Okay, voilà, il y a différents cas d'usage qui permettent de faire ça, ou par regex si on veut des phrases. Et après, on export le rapport de codage. Ça permet de sélectionner les codes et les terrains là-dessus, en termes d'usage. J'essaie juste, avant de répondre aux questions, pourquoi j'ai choisi de travailler sur du texte alors que ça provient de l'audio. Il y a une raison pratique. Je trouve que le texte est plus simple à analyser, puisque l'audio, en fait, il faut sans cesse réécouter si on veut avoir un élément, alors que le texte, en fait, on peut survoler et lire en diagonale. Donc, c'est assez pratique. Après, en termes de communauté et d'aide, pour les petits blocages du quotidien, il y a le GitHub où il y a régulièrement des questions, où c'est possible de poser des questions. Il y a la documentation qui est présente là-dessus aussi, qui est relativement précise. Pour les enquêtes, Mathieu dit qu'on peut importer les champs libres de LimSurvey, ça fonctionne. Donc c'est aussi un cas d'usage, mais en fait, on fait une analyse quanti avec un autre logiciel et on se dit, en fait, on veut analyser le texte, le champ libre, c'est possible. Là-dessus. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des points spécifiques que vous voulez en démo là-dessus. C'est en train de réagir dans le chat. Oui, tu peux. Parce qu'après, le volet stats, en fait, peut-être sur les données elles-mêmes. Tu sais ce que tu as montré, qui étaient les graphes et les espèces de visualisation. C'est vrai que on peut aller voir de ce côté-là en démo. Voilà, là, par exemple, on veut un graphique. Et on choisit un peu ce qu'on veut, par exemple, quel est le nombre de fois qu'un code apparaît, par exemple, ou alors le code de caractère. Et on a une nouvelle fenêtre comme ça qui ressort. Donc c'est généré par
par champ web, enfin, c'est par page web, et qui est possible a priori d'exporter. Non, c'est pas ça. Soit en PNG, soit manuel si on veut retravailler, je ne sais comment. Différents graphiques, donc les graphiques circulaires. Voilà, en fait, on choisit et on sélectionne. Et il est possible de filtrer à droite. Par exemple, ressors-moi uniquement les données par tel codeur. Ou alors qui correspond à tel fichier ou tel cas, ou telle catégorie. Là-dessus. Et il est possible d'avoir un nuage de mots. Je vois que tu regardes la question. Est-ce qu'il est possible de Ouais, pondérer les catégories selon la taille des verbatims? je comprends pas la question. C'est-à-dire que si C'est-à-dire dans un de tes cas, par exemple, parce que ça fait effet sous corpus, tu as mis énormément de catégories alors que ce corpus est énorme et que forcément dans l'autre tu en as beaucoup moins, est-ce que tu peux pondérer selon la taille de tes données en fait? Parce que tu disais tout à l'heure que selon la longueur des mots, tu pouvais voir tes étiquettes. Est-ce qu'il y a un moyen de Ouais. pondérer le nombre d'étiquettes selon la volumétrie de chacun de tes morceaux de texte à noter en fait? En fait, ce qu'ils appellent le codebook, enfin la liste des codes, est commune à tous les textes qu'on analyse et à tous les documents en fait en général au sein du projet. Du coup, il n'y a pas vraiment de pondération lors de l'analyse. Et après, je crois que ça fait un export en statistique de manière globale, enfin, ou sur les éléments qu'on a choisi de filtrer. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Par contre, dans les rapports de statistiques, on peut se dire, graphique à bas, la fréquence des codes, ou alors donc combien de fois on a codé donc, le segment en tant que tel, ou alors en termes de caractères. Donc peut-être c'est là où tu pourras pondérer Ouais. en voyant la différence. Enfin voilà, il y a Enfin, si on peut étendre soit- non pas seulement à ton caractère à noter, mais à la séquence dans laquelle se c'est trouve ça, le c'est caractère à ça. noter. C'est ça. Donc, du coup, peut-être la fréquence de codage, c'est-à-dire plutôt, voilà, c'est un thème qui revient souvent. Et c'est un thème peut-être qui revient une ou deux fois, mais auquel les personnes se sont exprimées de manière plus large là-dessus. Voilà. Donc, c'est une analyse assez. Enfin, c'est assez sommaire après comme analyse. Et je pense qu'il fait vraiment la force du codage là-dessus, c'est soit sous forme de matrice, comme je vous ai montré, soit le codage vraiment sous forme, enfin, on ressort les éléments qu'on souhaite voir. Je pense que ce que tu as dit, la force de cet outil, selon moi, c'est ce que Ouais, tu disais, c'est-à-dire qu'en effet, il y a l'intelligence artificielle, mais c'est pas ce qu'on cherche pour cet outil. Ce qu'on cherche, c'est c'est réellement ça, apprendre un texte brut et essayer de trouver notre chemin d'annotation, nos envies d'annotation, de c'est pouvoir les ça. modifier, les cumuler, les changer. Et c'est toute la force de cet outil, et c'est ce que tu as bien Ouais, montré, en fait. ouais, c'est ça, parce qu'en fait, peut-être si on revient, enfin, disons qu'il y a plusieurs paradigmes en analyse. Là, il y a des analyses très statistiques avec Eramutech ou Gargantua, enfin, Gargantex, enfin un certain nombre d'outils où c'est vraiment des analyses statistiques extrêmement puissantes. Et là, c'est pas le but. Là, c'est vraiment se dire, en fait, je veux des extraits. Qu'est-ce qu'ont dit les gens? Et je veux pouvoir facilement les retrouver là-dessus. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la force, c'est retrouver facilement là-dessus le bon verbatim qui va nous servir dans l'analyse des données, dans ce que je cherche à démontrer. Donc il y a une question de Françoise, peut-on Françoise. mettre en évidence les rapprochements, donc association des différents codages dans certains corpus? Je ne comprends pas la question. Enfin, c'est-à-dire. Est-ce que Françoise, vous pouvez prendre le micro ou pas? Ou est-ce que vous pouvez préciser dans le chat? À mon avis, les rapprochements ou associations de différents codages, c'est cette histoire de cas dont tu parles, mais du coup, c'est les notions de sous-corpus ou de corpus, tu vois, c'est-à-dire quand tu as annoté dans... Ça doit être ça, Ouais. hein, j'essaie d'interpréter, j'essaie de voir si Françoise réagit. Mais c'est comment tu peux rapprocher, donc tu as plusieurs annotateurs, tu as plusieurs morceaux de corpus, comment tu fais pour savoir que ces annotations sont les mêmes ou pas, et est-ce qu'elles sont aux mêmes endroits des textes, tu vois, jusqu'à quelle Ouais. granularité ça peut aller en fait. Euh, je crois pas qu'il y a des graphiques
Il n'y a pas de graphique forcément qui montre un peu comme dans Sonal. Vous savez, il y a une barre colorée qui montre la progression. Ben, voilà, il y a tel code à tel endroit, c'est visuel. Il y a uniquement les cartes thermiques, un peu comme ceci, qui montrent la séquence de codage par, par texte ou par catégorie. Donc, qui permet de voir qu'est-ce qui ressort ou pas. Mais sinon, non. Je sais pas. Enfin, je vois pas comment on peut faire. Oui, désolé, j'arrivais pas à mettre en marche mon micro, mais ça y est, c'était effectivement pour voir si dans un corpus donné, on arrivait à voir la juxtaposition de deux thématiques de façon évidente. Deux thématiques qui correspondent du coup à deux types de codage, quoi. Bonne question. Je crois. Donc, ce serait plutôt, si c'est en termes de superposition, en fait, ce serait plutôt dans rapport et concurrence des codes, dans lequel on peut voir, bon voilà, il y a deux codes qui se superposent là-dessus. Donc, peut-être c'est plutôt là qu'on peut voir. Oui, effectivement, ouais. Merci. Là-dessus. Voilà, donc plein de petits outils. Et Nathan qui dit oui, l'ajout de l'IA paraît presque bizarre dans un logiciel libre et plutôt d'analyse quali comme celui-ci. Je suis d'accord en termes de paradigme. Pour ça, d'où les éléments un peu critiques que j'ai évoqués là-dessus. Je crois que c'est un des éléments de désaccord que j'ai avec les développeurs. A fortiori que l'ajout de ces modèles d'IA et de fonctionnalités alourdissent considérablement le poids, enfin le logiciel, quoi, lors du téléchargement. Mais j'ose espérer que l'IA ne soit qu'une mode passagère, en tout cas pour ces usages-là, qui sont dit peut-être on développe ça parce que c'est un peu le sujet à la mode et que dans quelques temps on prendra compte que la plus-value scientifique est plus réduite. Disons que pour rejoindre la discussion qu'on avait en amont, toi et Max, avant ce tuto, ça peut être intéressant d'avoir l'IA si ça détecte les entités nommées, enfin si ça permet de faire une pré-annotation pour après reprendre la main et y mettre des catégories et des classes. Mais voilà, c'est pas le but premier de cet outil, donc en effet, ça c'est assez exotique, quoi. En fait, ça, je peux apporter quelques éléments. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait bizarre, mais je suis pas sûr que dans 5 ans, ça sera bizarre, en fait. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'interactions et peut-être pas pour... En fait, il faut penser la chose en termes d'interaction, je pense, et en termes de peut-être tâches simples qu'on pourrait déléguer à l'IA. Par exemple, j'imagine que si on a créé une catégorie, et tout d'un coup, on se dit, tiens, on a déjà annoté, je sais pas, 30 entretiens, et on se dit, tiens, cette catégorie, j'aimerais bien faire en fait 2 sous-catégories parce que j'ai oublié de le faire, mais je trouve ça pertinent maintenant. Et je pense que sur des tâches comme ça, l'IA va pouvoir être très forte au sens où elle va pouvoir créer les sous-catégories. Et en fait, il faut vraiment que réfléchir pas en termes de remplacement, mais en termes de où est-ce que il va avoir des potentialités. Et je pense que ce qui paraît bizarre aujourd'hui à certains va être totalement intégré dans nos workflows dans pas très longtemps, quoi. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Parce que là, globalement, si je récapitule un peu le fonctionnement par l'IA, c'est comme si vous importez dans un modèle de langage type ChatGPT ou compagnie vos corpus de texte. Et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir poser des questions. Et ce qui est mis en fonctionnalité, en fait, c'est des questions qui sont préécrites là-dessus. Donc, par exemple, des questions sur des analyses thématiques du corpus ou de texte, ou des questions de code là-dessus. Voilà, est-ce que tel code est pertinent? Quel code tu me proposes? Quelle thématique? Mais bon, personnellement, voilà, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'aime bien m'imprégner des données, lire là-dessus. Là-dessus. Non, c'est peut-être une une société qui sera ingénieur de données et traitement d'analyse de données, quoi, c'est normal. Mais peut-être en fonctionnalité de l'IA qui serait intéressant, ça serait peut-être de me dire quels sont les codes à fusionner. Mais voilà, ça, à la limite, ça peut être des choses intéressantes.
Voilà. Je ne sais pas s'il reste Je des sais. questions, surtout n'hésitez pas, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour du logiciel, le tour des questions, mais il y a peut-être encore des questions, ça a réagi un peu dans le chat. Ça te permet de réfléchir encore, Justin, si tu vois une ou deux Ouais. choses que tu voulais nous raconter. Pareil pour Max, si tu penses qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut préciser. C'est quoi la clé API demande Nadine. Ah oui. En fait, je me permets juste de déconnecter si on est en mode discussion, pour éviter le mode un peu Qui donne le zoom tournis. infini. Ouais. En fait, pour accéder aux services en ligne de certains logiciels, il faut pouvoir s'authentifier, se dire bonjour, je suis bien un telle personne. Et donc, on a une chaîne de caractères qui va identifier une sorte de mot de passe pour dire je peux accéder à distance à cette interface en ligne via le logiciel. Et c'est bien moi. Voici le code, le mot de passe, entre guillemets, dédié. Donc une clé API, c'est ça, c'est simplement une sorte de mot de passe pour accéder à un service en ligne. Donc Mathieu Guionnet faisait un point intéressant qui disait que les algorithmes partent du principe que si vous avez eu tel comportement, vous ferez à l'avenir des choix similaires à ceux des internautes ayant le même comportement. Une logique que la data scientifique américaine Cathy O'Neil, auteure du livre Weapons of Math Destruction, Armes de destruction mathématique, Crown, septembre 2016, non traduit en français, résume par la formule les algorithmes ne prédisent pas le futur, ils codifient le passé. On aura toutes Voilà. ces refs avec le tuto, on va les mettre en ligne. Mais voilà, peut-être en guise de conclusion, lorsqu'on utilise, le tuto est assez succinct parce que finalement les fonctionnalités sont assez simples, le logiciel est assez simple à utiliser. On apporte nos données, on met des petits codes qu'on peut regrouper au nom et après on ressort là-dessus ce qu'on avait trié. Et voilà, donc c'est assez simple, on fait rapidement le tour. Je pense que il est important en tant qu'universitaire de remonter nos besoins, les bugs, les erreurs de traduction. Il y en a quelques-uns parce que j'ai essayé de repasser pour améliorer la traduction, mais les développeurs n'étant pas francophones, ils traduisent avec des fois des traductions automatiques. Donc voilà, toutes ces petites choses qui rendent difficile l'utilisation, remonter aux développeurs pour qu'ils puissent l'améliorer. C'est la force du logiciel pour que ça bénéficie à tout le monde. Euh, Là-dessus. Voilà, donc contribuer à ça. Peut-être contribuer à la documentation aussi, peut-être, voilà, si vous avez des points d'utilisation à faire remonter là-dessus pour s'en saisir. Voilà. Ben voilà, mais je pense que toi, tu as contribué à cette documentation avec ce tuto et on t'en remercie grandement. Je pense que là, on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les co-animateurs et l'animateur en chef, Justin. Est-ce qu'on peut dire qu'on clôt la discussion Calcodeur et qu'on vous remercie tous d'avoir assisté à ce tuto et d'avoir posé autant de questions. Merci beaucoup Justin pour cette présentation très claire. Moi ça m'a donné envie, j'utilisais pas Merci beaucoup. Calcodeur et ça me donne envie d'aller voir de le tester en tout cas. Et Oui, si y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou autres et je tâcherai de répondre. merci beaucoup. Donc il y aura un suivi, un après-tuto bien évidemment. Donc je fais Merci quand même Justin. la petite page du futur tuto. C'était aujourd'hui notre tuto 76. Nous aurons le tuto 77 en janvier, le 13 janvier. Donc on se retrouve l'année prochaine. Ce sera déjà 2026. C'est un tuto tout particulier. Ce sera un tuto en live. Mes copains de Copil seront avec nous pour le tuto en public où ils pourront poser des questions et vous aurez le droit à distance comme d'habitude de poser vos questions. Il sera animé ce tuto par Solène Roux et Bénédicte Garnier, donc des gens du Copil, et ce sera un tuto, que je dise pas de bêtises, sur Quarto, comment construire un site web avec Quarto. Voilà, donc on vous attend nombreux pour ce tuto de janvier en public, un tuto un peu particulier. Et on vous remercie, encore merci Justin pour cette présentation et à Max de nous avoir accompagnés. Merci Damien, à plus tard.